Bonjour, je m'appelle Sabri Adel Saadi, coordinateur de l'implantation francophone au Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants à l'Université Western. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, considérer le point de vue des enfants concernant les contacts avec leur père en contexte de violence conjugale post-séparation. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Je souhaite reconnaître que nous apprenons, échangeons et organisons cet événement virtuel sur les territoires traditionnels des nations Anishinabek, Haudenosaunee, Lenampewak et Tchonoton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sombra de 1796, ainsi qu'au Dish with One Spoon du Covenant Wampa. Aujourd'hui encore, ces territoires sont le foyer de nombreuses personnes autochtones provenant de l'ensemble de l'île de la Tortue. Nous exprimons notre profond respect envers les premiers habitants de ces terres et reconnaissons qu'une reconnaissance des territoires et de la souveraineté autochtone s'accompagne d'une responsabilité. Comprendre l'histoire et les impacts continus du colonialisme. Ces impacts continuent d'être ressentis de manière disproportionnée et quotidienne par les communautés autochtones. Nous réfléchissons également à celles et ceux qui sont arrivés sur ces terres contre leur gré, en particulier les personnes amenées ici dans le contexte de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Nous reconnaissons aussi qu'aujourd'hui, les communautés autochtones font face à des formes disproportionnées de violence fondées sur le genre, ainsi qu'à la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et des personnes de SLGBTQIA+. Nous reconnaissons la responsabilité que notre travail soit informé par les empreintes et les torts du colonialisme qui façonnent les expériences de violence fondées sur le genre dans les communautés autochtones et nous engageons à poursuivre notre travail de manière à soutenir la solidarité avec les survivantes autochtones et celles et ceux qui les accompagnent. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de notre série continue organisée par le Learning Network et le Centre de connaissances au Centre de recherche sur l'éducation et sur la recherche et l'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Le Learning Network est une initiative de mobilisation des connaissances financée par le gouvernement de l'Ontario. Elle vise à combler l'écart entre la recherche actuelle sur la violence fondée sur le genre, les savoirs issus de la pratique et les savoirs expérientiels, afin de renforcer la capacité du secteur et du mouvement contre la violence fondée sur le genre. D'un autre côté, le Centre de connaissances facilite une communauté de pratique informée par les approches tenant compte des traumatismes et de la violence, destinée aux projets menant des programmes d'intervention et de recherche pour les personnes ayant vécu de la violence familiale financés par l'Agence de santé publique du Canada. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier pour le webinaire d'aujourd'hui, intitulé Considérer le point de vue des enfants concernant les contacts avec leur père en contexte de violence conjugale post-séparation. Simon Lapierre est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et cofondateur du collectif de recherche Femmes en vie et de l'Institut PEVC. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Warwick au Royaume-Uni, ses travaux se sont penchés sur la violence conjugale et le contrôle coercitif. Il s'est aussi intéressé aux pratiques d'intervention en maison d'hébergement, en protection de la jeunesse et dans le système de justice. Il est l'auteur de plusieurs articles et livres, incluant Contrôle coercitif, Loi, politique et pratiques en matière de violence conjugale, ainsi que Le meilleur intérêt des enfants victimes de violences conjugales et Il se prenait pour le roi de la maison, des enfants parlent de la violence conjugale. Simon, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous cède maintenant la parole et une fois la présentation terminée, Katrina se joindra à moi pour animer une période de questions. Merci. Merci beaucoup, Sabri, pour l'introduction. Merci également à toute l'équipe pour... Simon, Yeah, oui. Simon, sorry. Ah Before non. we start, Yeah. I am sorry, let me go to the regular channel. Just before we start, I know that there's a lot of questions and about language and how to access both the English slides and the English audio.
This webinar, I'm speaking English on this channel right now, but this webinar will be offered in French and in English. In order to get the English translation, you need to go to the interpretation button and hit English under the audio settings. Okay, go ahead, Simone. Thank you. Merci, merci Katrina. Alors, je remerciais Sabri pour l'introduction et toute l'équipe, incluant Katrina, pour l'invitation. En fait, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, pour vous présenter quelques résultats issus d'une recherche que j'ai eu l'occasion de réaliser avec des collègues, mais surtout avec un groupe d'enfants et de jeunes qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale. La présentation, en fait, le projet et la présentation, comme vous pourrez le voir, portent plus spécifiquement sur l'expérience et le point de vue des enfants concernant les contacts avec leur père dans un contexte de violence post-séparation. Alors, en fait, l'essentiel de ma présentation va porter sur l'expérience et le point de vue des enfants. Et vous allez voir à travers la présentation qu'il y aura beaucoup d'extraits, de citations, d'entretiens que nous avons réalisés avec des enfants et des jeunes. Vous aurez probablement d'ailleurs pas le temps de toutes lire les citations en cours de présentation, mais comme c'était mentionné plus tôt, vous aurez accès au PowerPoint par la suite, donc vous pourrez retourner lire certaines des citations qui sont très, très riches et puissantes. Mais juste avant d'arriver aux résultats, donc au point de vue et à l'expérience des enfants et des adolescents qui ont participé au projet, je trouvais qu'il était quand même important de contextualiser un peu ce projet-là, de donner quelques éléments de contexte pour mieux situer dans quoi s'inscrivent en fait les résultats de la recherche. En fait, je pense que c'est important de reconnaître que quand même au cours des dernières décennies, il y a une quantité quand même impressionnante de recherches qui ont été réalisées sur la situation des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. On comprend de mieux en mieux, en fait, la situation des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Et de plus en plus, on reconnaît que les enfants sont affectés par la violence conjugale et de plus en plus, on les reconnaît même comme des victimes à part entière, en fait, de la violence conjugale ou de la violence qui est exercée d'abord et avant tout envers leur mère. On reconnaît aussi de plus en plus que les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, comme tous les enfants par ailleurs, ont des droits, mais que le fait de vivre dans un contexte de violence conjugale, évidemment, a des impacts sur les droits des enfants. En fait, constitue souvent même une violation de certains de leurs droits et on reconnaît de plus en plus que dans les interventions qu'on met en place, on doit s'assurer en fait qu'on respecte les droits des enfants et notamment le droit à la protection, le droit d'être en sécurité, mais aussi de plus en plus on reconnaît que les enfants ont aussi le droit de participer dans les processus décisionnels qui les concernent, dans le droit d'être entendus. Et je reviendrai par ailleurs sur ces droits-là qui sont prévus notamment par la Convention internationale relative aux droits des enfants. J'y reviendrai plus tard, mais de plus en plus, c'est reconnu qu'on doit s'assurer à travers nos interventions qu'on respecte les droits des enfants. Par ailleurs, lorsqu'on parle des comportements des auteurs de violences conjugales, qui sont dans la majorité des cas des hommes, qui sont souvent les pères des enfants, évidemment, qui vivent dans un contexte de violence, de plus en plus, en fait, on reconnaît que le recours à la violence conjugale constitue aussi un choix parental. Alors que pendant un certain temps, on a vu la violence conjugale et la parentalité comme étant deux choses distinctes et séparées, ce qui nous amenait parfois à dire, par exemple, que un parent violent, un auteur de violence conjugale, peut tout à fait être un bon père. De plus en plus, on reconnaît que le choix
pour ces hommes-là d'avoir recours à la violence, à différentes stratégies de contrôle, de privation de liberté. C'est un choix qu'ils font dans le cadre de leur relation conjugale, mais c'est aussi un choix parental qui, par ailleurs, comme je le mentionnais plus tôt, affecte les enfants et a des impacts sur les enfants. Et de plus en plus, donc, on reconnaît que, ben, en fait, pour les hommes, en fait, les parents qui ont recours à ces comportements-là, à ces stratégies-là, c'est non seulement un choix parental, mais c'est donc aussi un indicateur de certaines lacunes significatives sur le plan de leurs habiletés parentales, de leur capacité parentale, parce que ces parents-là font le choix d'exposer leurs enfants à la violence conjugale, font des choix qui affectent la sécurité et le bien-être des enfants, et et donc, ça constitue une lacune au niveau de leur capacité mentale. Et ça, je dirais que c'est un champ qui est encore en émergence, mais qui de plus en plus est reconnu là également dans la littérature. Et finalement, ce qu'on sait aussi ce qu'on connaît aussi à partir de la littérature, c'est que dans un contexte post-séparation, euh, ben d'abord dans un contexte post-séparation, la violence conjugale va souvent, le schéma de comportement des auteurs de violence conjugale vont souvent être maintenus durant la période post-séparation. Mais malgré ça, les professionnels qui sont impliqués dans les différents systèmes, dans les différentes procédures, vont avoir tendance à favoriser le maintien des contacts entre les enfants et leurs pères. Malgré la violence, malgré les comportements violents, et que la majorité, ben, dans les faits, en fait, la majorité des enfants qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale continuent d'avoir des contacts avec leur père suite à la séparation, nonobstant parfois le maintien là, du schéma de comportement durant cette période. Donc, on voit bien qu'on commence à avoir de plus en plus de connaissances sur la réalité des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, sur la parentalité dans un contexte de violence conjugale et sur les interventions les discours et les pratiques qui sont souvent présents lorsque on intervient auprès des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, notamment dans un contexte post-séparation, mais quand même, malgré tout ça, et c'est un peu ce que l'image à l'écran indique, il y a quand même un morceau du casse-tête qui est euh, au centre du casse-tête, qui est important, mais qui manque quand même lorsqu'on regarde l'état des connaissances sur cette question-là. Et c'est l'expérience et le point de vue des enfants eux-mêmes sur les contacts, sur la relation avec leur père dans un contexte de violence conjugale, post-séparation. Donc, ce morceau-là, il est, de notre point de vue, et c'est ce qui nous a amené, en fait, à réaliser cette recherche-là, ce morceau-là, il est essentiel pour avoir vraiment une vision plus complète des enjeux et pour pouvoir dégager des pistes d'intervention qui vont davantage respecter les droits des enfants, mais qui vont aussi être davantage adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Donc, ça nous a amené, en fait, il y a quelques années, à débuter une recherche qui visait, en fait, spécifiquement à documenter l'expérience et le point de vue des enfants euh, en lien avec la relation par-enfant et les contacts par-enfant dans un contexte de violence conjugale post-séparation, une recherche qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences sociales et humaines du Canada. Et ce projet-là, en fait, et je vais y revenir un peu plus tard, mais bien que le sujet principal de la recherche visait à documenter, à mieux comprendre l'expérience et le point de vue des enfants en lien spécifiquement avec les contacts père-enfant dans un contexte de violence conjugale post-séparation, un élément qui est devenu central dans le projet, en fait, c'est toute la question de la participation des enfants et dans quelle mesure est-ce que les enfants ont l'occasion de participer
d'être impliqués, de participer dans les procédures qui nous amènent comme professionnels à prendre des décisions concernant les contacts par enfant. Donc, on va aussi revenir là, dans quelques instants sur cet aspect de la participation et de l'implication des enfants dans les procédures qui les concernent. Mais brièvement, le projet de recherche, en fait, est un projet qui s'étendait sur 5 ans, donc qui est un projet quand même assez large, avec qui comprenait en fait différentes composantes. Et l'une des composantes était de mettre en place dès le départ un comité de jeunes co-chercheurs. Donc, c'était important pour nous de favoriser à l'intérieur même du projet de recherche la participation des enfants et de reconnaître leur vécu et leur expertise sur la question. Alors, on a créé dès le départ un comité de jeunes co-chercheurs qui ont été impliqués à toutes les étapes, jusqu'à maintenant, en fait, là, à toutes les étapes du processus de recherche. Donc, les jeunes ont participé au développement des questions de recherche, des outils de collecte de données, de l'analyse, aux activités de diffusion, de mobilisation des connaissances. Donc, ils ont vraiment été là, impliqués à toutes les étapes du processus. Vous voyez là à l'écran une photo que l'on a pris lors d'une rencontre avec certains collègues qui participent au projet et certains jeunes du comité également. Et je pense que ce qui est important de mentionner, et on pourrait faire toute une présentation sur la participation des jeunes dans le cadre d'un projet comme celui-là, mais je pense que quand même, s'il y a une leçon que je retiens personnellement de cette initiative-là, c'est que ça vaut le coup de créer des espaces où les jeunes ont des occasions de participer, d'être impliqués, parce que on s'est rendu compte, en fait, que alors qu'au départ, notre plan était d'impliquer des jeunes dans un comité qui allait se rencontrer de 3 à 4 fois par année. Dès qu'on a commencé à impliquer les jeunes, en fait, les jeunes eux-mêmes ont demandé qu'on se rencontre plus souvent, si on pouvait se rencontrer à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Et finalement, les rencontres ont été beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pensait et les jeunes ont été beaucoup plus engagés et impliqués que ce qu'on aurait pu anticiper au départ. Et je dois dire que la participation des jeunes à toutes les étapes du projet a probablement complètement transformé le projet, qui est devenu probablement complètement différent de ce qu'il aurait été sans leur implication dans le projet. Donc, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais je voulais vraiment souligner la participation des jeunes et les remercier là aussi pour leur contribution au projet. Et remercier là, par ailleurs mes collègues aussi là, qui ont participé aussi à toutes les étapes du projet. La deuxième composante du projet était une analyse de données secondaires. Donc, on a aussi fait une analyse de rapports d'expertise qui ont été produits dans un contexte de violence conjugale post-séparation. On a ensuite réalisé des entrevues individuelles et des focus group avec des jeunes. L'étape subséquente ou l'autre composante, il y a aussi un sondage qui est toujours en cours. En fait, cette composante-là n'est pas terminée. Et finalement, il y a aussi là, dans les composantes différentes actions qui visent la diffusion, la mobilisation des connaissances, mais qui visent aussi un changement social plus large et qui implique les jeunes dans ces différentes activités-là. Donc aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur les données qui ont émané des entretiens individuels. Oups, je suis désolé, j'ai changé trop vite la diapositive. Voilà. Donc, on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur les données qui ont émergé des entretiens individuels. En fait, on a réalisé dans le cadre du projet des entretiens auprès de 19 enfants. Les enfants ont été recrutés de différentes façons. Ils ont notamment été recrutés par l'entremise de maisons d'hébergement, mais aussi par l'entremise d'autres organismes partenaires et également via les réseaux et les médias sociaux. Et dans le cadre de cette composante-là, on a vraiment réalisé
un entretien individuel avec chaque participant et l'objectif était de recueillir leur expérience et leur point de vue là, en lien toujours avec les contacts, la relation et les contacts par-enfant dans un contexte post-séparation. En fait, vous voyez à l'écran les différentes caractéristiques de l'échantillon, mais je pense que ce que je vais mentionner ici, c'est qu'il y avait 19 enfants qui ont été impliqués dans cette composante du projet. Ces enfants-là étaient âgés entre 5 et 17 ans. Et on constate là qu'il y avait quand même une certaine diversité, là, que ce soit en fonction du genre, de l'identité de genre, de la langue, de la religion, du pays d'origine. Donc, il y avait quand même une certaine diversité qui était intéressante à travers l'échantillon. Et évidemment, on a fait par la suite une analyse des données. Alors, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est les données en fonction de quatre thèmes ou de quatre dimensions qui ont émergé des résultats. Donc, on va se pencher dans un premier temps sur la question de la participation des enfants dans les processus décisionnels. Comme j'y faisais référence un peu plus tôt, c'était pas nécessairement l'objectif primaire du projet au départ, mais c'est devenu, notamment à travers les discussions avec les jeunes dans le comité de jeunes co-chercheurs, c'est devenu un aspect important du projet, cette dimension de la participation ou de la non-participation parfois des jeunes dans les processus décisionnels, toujours en lien avec les contacts par enfant. Le deuxième thème sur lequel on va se pencher par la suite, c'est de voir un peu plus spécifiquement quelle est l'expérience que les enfants rapportent en lien avec les contacts avec leur père. On va ensuite se pencher sur les conditions. Donc, quelles sont les conditions que les participants auraient aimé quelles conditions est-ce qu'ils auraient aimé qu'elles soient mises en place pour permettre de se sentir en sécurité et confortable en lien avec les contacts par enfant. Et finalement, rapidement, en fin de présentation, on abordera la question de la réparation. Donc, est-ce qu'on devrait envisager un processus de réparation pour les enfants qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale? Donc, pour ce qui est de la participation des enfants, en fait, on s'est intéressé plus spécifiquement à la participation des enfants dans les procédures en droit familial et en protection de la jeunesse. Probablement que certaines personnes qui assistent au webinaire ce midi se disent, oui, mais c'est quand même des procédures distinctes, différentes, qui font appel parfois à des acteurs aussi qui sont différents. C'est effectivement le cas, mais dans la mesure où ce qui nous intéressait, c'était l'expérience et le point de vue des enfants concernant les contacts par enfant pour les enfants qu'on a rencontrés dans le cadre du projet et qui ont été impliqués aussi dans le comité de jeunes. En fait, c'était pour eux, ces personnes-là, c'est ces intervenants-là, que ce soit ceux qui interviennent dans le cadre de procédures en droit familial ou que ce soit ceux qui interviennent dans le cadre de procédures en protection de la jeunesse, c'est globalement ces intervenants-là qui prennent des décisions ou qui ont pris des décisions en lien avec les contacts que ces enfants-là ont eu ou n'ont pas eu avec leur père. Donc, c'était plus intéressant et plus cohérent, en fait, de s'intéresser globalement aux professionnels dans ces deux structures-là, parce que ça reflétait mieux, en fait, le point de vue et l'expérience des enfants eux-mêmes, qui font pas nécessairement la distinction entre un système et l'autre. Et en fait, quand on s'est intéressé à la participation des enfants, on est tombé en fait sur les écrits notamment de Laura Lundy, les travaux de Laura Lundy, qui est une chercheure de l'Irlande du Nord qui a beaucoup travaillé sur la participation des enfants dans un contexte d'éducation, donc dans un contexte qui est quand même différent, mais on trouvait quand même que le modèle qui était proposé par Laura Lundy faisait beaucoup de sens et nous aidait vraiment à analyser les données qui émergeaient là, des entretiens avec les jeunes. En fait, Laura Lundy, ce que son modèle a démontré ou a mis de l'avant, c'est que d'abord, les professionnels doivent s'assurer
qu'ils mettent en place certaines conditions pour permettre aux enfants d'avoir une participation pleine et entière dans les différents processus décisionnels. Donc, la participation, elle est importante, mais elle requiert certaines conditions. Et Laura Lundy, comme nous, insiste sur le fait que c'est pas seulement une question d'habileté professionnelle, c'est une question de responsabilité légale. Donc, on a, en vertu notamment de l'adhésion du Canada à la Convention internationale relative aux droits des enfants, on a l'obligation de respecter les droits des enfants, notamment le droit d'être entendu et de participer. Et dans son modèle, Lundy, en fait, dégage quatre dimensions ou quatre conditions qui doivent être présentes pour permettre une participation pleine et entière des enfants. Et nous, à partir des données des entretiens qu'on a réalisés, en fait, il y a une cinquième dimension qui a émergé et qui est extrêmement importante pour les enfants qui ont participé au projet. Donc, on va revenir en fait sur chacune de ces dimensions-là et on va regarder qu'est-ce que les enfants et les jeunes nous ont dit. Mais les quatre dimensions qui sont mises de l'avant par Laura Lundy sont l'espace, la voix, l'audience et l'influence. Donc, tout ça doit être mis en place pour permettre une participation pleine et entière des enfants. Et de nos données a émergé la cinquième dimension, c'est-à-dire l'information. Donc, pour les jeunes qui ont participé au projet, il est aussi nécessaire d'avoir accès à l'information, là, j'y reviendrai, mais pour pouvoir être en mesure de participer là, de manière significative dans les processus décisionnels. Donc, on va revenir sur chacun de ces éléments-là. En fait, le premier élément, l'espace, fait vraiment référence au fait que les enfants doivent, qu'on doit en fait comme professionnels fournir aux enfants un espace, c'est-à-dire des opportunités, des occasions de pouvoir exprimer leur point de vue. Et on doit créer des espaces, bien évidemment, qui vont être notamment sécuritaires, confortables, accueillants, pour que les enfants se sentent confortables, se sentent à l'aise là finalement d'exprimer leur opinion et leur point de vue. Malheureusement, dans les entretiens qu'on a réalisés avec les enfants, il y a quand même plusieurs enfants qui ont souligné le fait qu'ils avaient eu peu ou pas d'opportunités d'exprimer leur point de vue en lien avec les contacts avec leur père. Comme vous le voyez dans la première citation qui est ici à l'écran, Bonnie qui nous dit, ben en fait, ils m'ont même pas posé de questions à ce sujet-là. Donc, il y avait vraiment, chez plusieurs enfants qui ont participé au projet, ont un peu déploré le fait qu'on leur a pas posé de questions, on les a pas consultés et qu'ils ont eu finalement peu d'occasions de partager leur point de vue sur les contacts par enfant. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que dans certains cas, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas sollicité leur point de vue, mais il y avait clairement des exemples où les professionnels, les différents intervenants impliqués n'ont pas réussi, n'ont pas été en mesure de créer un espace où les enfants se sont sentis suffisamment en sécurité ou confortables pour partager leur point de vue. Et vous avez encore une fois un exemple, c'est à l'écran où c'est Lily, une jeune de 11 ans, qui raconte en fait que lorsqu'elle a rencontré les policiers pour la première fois, elle avait amené avec elle un toutou qui lui permettait de se sentir plus en sécurité et que les policiers ont refusé en fait qu'elle amène avec elle le toutou dans la salle pour l'interrogatoire. Et pour elle, c'était vraiment une occasion en fait, ça venait vraiment miner cette possibilité-là d'avoir un espace où elle se sentait confortable et en sécurité. Heureusement, par la suite, sa mère est intervenue et a réussi à convaincre les policiers, mais Lily nous a quand même beaucoup parlé de cette situation-là où les policiers lui avaient interdit d'amener un toutou avec elle lors de l'interrogatoire. Euh, Toujours par rapport à l'espace, on a pu quand même constater que pour certains participants, ils avaient eu, à travers les procédures, accès à des espaces
ils avaient eu des occasions d'exprimer leur point de vue et il y avait des professionnels qui ont réussi effectivement à créer un espace où ils se sentaient suffisamment en sécurité et confortables pour le faire. Dans l'extrait ici, il est question d'une avocate où l'enfant parle très positivement de rencontres avec son avocate, qui est un sujet quand même récurrent, mais on a aussi, à travers les propos des enfants, d'autres exemples où, par exemple, des travailleurs sociaux, des intervenantes en protection de la jeunesse, des psychologues ont aussi réussi à créer cet espace-là et à donner des opportunités, des occasions aux enfants d'exprimer leur point de vue concernant les contacts avec leur père. Le deuxième élément qui est évidemment intimement relié à l'espace, c'est la voix. Donc l'espace, c'est de donner des opportunités, de créer un espace sécuritaire et confortable. La voix, en fait, c'est est-ce que les enfants ont la capacité, la possibilité d'exprimer leur point de vue à travers les procédures. Il y a quand même certains enfants qui nous ont dit que ça avait été difficile pour eux de parler de la relation avec leur père, que c'est pas, comme le disait Léandre, que c'est pas la partie qui a été la plus facile dans les procédures, que ça a été assez difficile. Et ça, je pense qu'il faut en tenir compte lorsqu'on intervient auprès des enfants. Par contre, ce que les enfants nous ont aussi dit, c'est que malgré le fait que c'était difficile, le fait d'avoir été en mesure de nommer d'exprimer leur point de vue, de nommer certaines préoccupations, d'être capable aussi de nommer leurs préférences ou de donner leur opinion, que ça a été quand même quelque chose de positif et que ça a été en fait une source d'empowerment. En fait, le mot, là, je vois que le mot responsabilité, mais je sais pas, c'est pas le mot qu'on devrait voir actuellement sur la diapositive, mais ça a été finalement pour eux une source d'empowerment ou une source de reprise de pouvoir nommer les choses, nommer leurs préoccupations. Et dans l'extrait que vous avez ici, qui sont les propos de Ève, qui avait 17 ans à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que Ève exprime à quel point le fait d'avoir été capable de nommer ces choses-là, ben, ça lui a permis de reprendre du pouvoir sur sa vie. C'est sûr que, on va le voir dans les prochaines diapositives, il faut pas sous-estimer les autres composantes qui sont aussi essentielles pour favoriser une participation réelle des enfants, notamment l'audience et l'influence. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Ève, dans ce contexte-ci, elle s'est pas sentie écoutée, elle s'est pas sentie comprise par les intervenants, mais le fait d'avoir pu nommer les choses, d'avoir pu s'exprimer, était en soi pour elle une source d'empowerment ou de reprise de pouvoir. Donc, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ça, bien que c'est quand même important pour les jeunes d'être aussi écoutés, compris par la suite. C'est sûr que c'est encore mieux dans ces cas-là. La troisième dimension qui fait référence à ce que Lundy appelle l'audience, en fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est capable d'accueillir et de recevoir les propos des enfants, parce que c'est bien d'avoir un espace, puis c'est bien pour les enfants de pouvoir s'exprimer, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les écouter et pour recevoir ces propos-là. Et encore une fois, les enfants ont eu des expériences assez diversifiées par rapport à ça. Et certains des participants nous ont partagé des expériences où ils ne s'étaient pas du tout sentis écoutés là, par leurs interlocuteurs ou interlocutrices. Je trouvais qu'à cet égard-là, l'extrait, les propos de Gérard sont très parlants parce que, en fait, Gérard va même jusqu'à questionner pourquoi la protection de la jeunesse, ça s'appelle la protection de la jeunesse,
parce que, selon lui, ça devrait pas s'appeler comme ça parce qu'ils sont pas capables d'écouter les enfants. Donc, et il y a quand même un thème récurrent chez les enfants à l'effet ils ont quand même été en contact avec certains professionnels qui n'ont pas où ils sentaient pas qu'il y avait une écoute là, réelle de leurs propos et de leur point de vue. Et un des thèmes, je dirais, qui ressort aussi de façon récurrente par rapport à ça, c'est que les enfants ont souvent senti qu'au lieu de les écouter, les différents intervenants ou les différents professionnels essayaient très rapidement de les convaincre ou de les faire changer d'idée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants ont reproché aux professionnels. Et notamment, vous voyez ici les propos de Aiden, qui avait 15 ans, qui a partagé qu'il ne souhaitait pas voir son père à cette étape-là. Et très, très rapidement, l'intervenante a dit, ben, tu as toujours besoin de ton père, même s'il y a de la violence, et il continue. Donc, ce sentiment de, au lieu de les écouter, de rapidement essayer de les convaincre ou de les faire changer d'idée, ben, évidemment, ça ne contribue pas là, à une participation pleine et entière des enfants. Euh, Par contre, il y a quand même des enfants qui ont souligné qu'il y avait qu'ils ont été en contact avec des intervenants et des professionnels qui ont été réellement à l'écoute. Et je pense que ce qui est intéressant dans les propos des jeunes qui ont participé au projet, c'est qu'ils faisaient un peu une distinction entre les professionnels qui les écoutent et les professionnels qui les écoutent réellement. Et pour eux, c'est comme si, oui, il y a plein de professionnels qu'on rencontre qui nous posent des questions, peut-être parce qu'ils doivent nous poser des questions, mais on n'a pas l'impression qu'ils nous écoutent réellement versus les extraits que vous voyez actuellement à l'écran où ils ont vraiment eu l'impression qu'ils étaient face à des professionnels qui étaient vraiment intéressés à eux, à leur point de vue et qui les écoutaient vraiment ou réellement. Et ça passait notamment par le sentiment que les professionnels en question étaient centrés sur ce que les enfants avaient à dire et démontraient cet intérêt-là, que ce soit par une attitude ou des gestes non-verbaux, mais qui démontraient vraiment là, un intérêt pour la réalité et pour le point de vue des enfants. Et ici aussi, il y a une citation intéressante de Mauve, pardon, qui avait 15 ans, qui, encore une fois, je ne veux pas du tout minimiser l'importance on y reviendra, mais que que les enfants se sentent écoutés et que ça amène certaines actions concrètes. Mais ici, il y a quand même Mauve qui nous dit en fait que même si la décision, elle n'a pas été ce qu'elle souhaitait ultimement, le fait qu'elle se soit sentie écoutée et qu'il y ait une avocate notamment qui ait pris le temps de l'écouter et de rapporter ses propos et ses préférences, ben, c'était quand même pour elle extrêmement positif. Donc, encore une fois, hein, pas pour sous-estimer l'importance d'en tenir compte dans les décisions, mais même lorsque la décision n'est pas nécessairement ce que l'enfant aurait souhaité, le fait qu'il se soit senti réellement écouté et considéré dans le processus peut faire quand même une différence et peut rendre l'expérience plus positive de son point de vue. Si on passe maintenant à la quatrième dimension qui est l'influence, en fait, l'influence est un élément extrêmement important, était extrêmement important dans les propos des participants. En fait, l'influence, c'est le fait d'agir sur ce que les enfants nous disent ou nous rapportent. C'est le fait lorsque les enfants en fait, s'expriment ou donnent leur opinion, que ça mène à certains changements ou à certains résultats concrets. Et c'est quand même une composante importante de la participation. Et c'est clair que pour les enfants qui ont participé au projet, l'influence est un peu le test ultime, c'est-à-dire que c'est souvent ce qui leur permettait de voir s'ils avaient été écoutés, compris ou non. Parce que si ils avaient été réellement
considérés, ben ça menait à des changements, alors que s'il y avait au bout du compte aucun changement, ben en fait c'était peut-être un signe qu'ils n'avaient pas été réellement écoutés, que leur participation n'avait pas été pleine et entière à travers ce processus. Et c'est clair que parmi les enfants qu'on a rencontrés, il y a quand même plusieurs enfants qui nous ont parlé de situations où malheureusement les décisions qui ont été prises n'ont pas amené de changement. Et un exemple, là, c'est Nessa ici, le premier extrait sur la diapositive, en fait, qui a dit clairement qu'elle ne voulait plus parler à son père, mais que malgré ça, elle a dû le rencontrer. Et pour elle, c'était vraiment lié à une incompréhension, le fait que les professionnels l'avaient pas compris ou n'avaient pas écouté ce qu'elle voulait. Et par rapport à ça, ce que plusieurs jeunes ont aussi mentionné, qui va dans le même sens, c'est qu'ils auraient souhaité en fait que peut-être les professionnels essaient de mieux comprendre parfois ce qu'ils disaient en leur posant plus de questions, en allant un peu plus loin. Donc, ils avaient parfois l'impression que les professionnels essayaient pas réellement de comprendre là, quelles étaient leurs préoccupations ou pourquoi est-ce qu'ils exprimaient telle ou telle chose. Et ce que certains jeunes mentionnaient aussi, c'est qu'ils auraient souhaité parfois que les professionnels puissent explorer avec eux différentes options. Donc, si ce que eux voulaient n'était pas possible à cette étape-là du point de vue des professionnels, ben, est-ce qu'on aurait pu explorer avec eux autres d'autres possibilités ou d'autres options plutôt que juste aller vers quelque chose qui ne semblait pas du tout tenir compte de leur point de vue et de leurs préférences. Heureusement, on a aussi eu des propos plus positifs en lien avec cette quatrième dimension-là. Et comme je le mentionnais plus tôt, c'est vraiment des situations où vraiment les jeunes ont eu l'impression qu'ils avaient été consultés réellement, qu'ils avaient été entendus et que ça se traduisait par des changements réels là, dans la vie de ces enfants-là. Donc des différences réelles. Et c'est ce qu'on voit là, dans les situations à l'écran, là, notamment Ève qui raconte que, en fait, des propos un récit assez long, mais où il y a eu beaucoup de défis, de difficultés. Et à un moment donné, l'intervenant est arrivé puis lui a dit, ben maintenant, on a pris la décision que tu n'aurais plus besoin de voir ton père. Là, je paraphrase parce que c'est pas dans ton meilleur intérêt. Et à ce moment-là, elle a senti que finalement, elle avait été écoutée et comprise. Donc ça, c'est les 4 dimensions qui ont été identifiés par Lundy, comme je le disais plus tôt. Et c'est clair que les données qu'on a recueillies reflètent en fait la nécessité de mettre en place ces quatre dimensions-là. Mais l'autre dimension qui ressort des données, c'est l'aspect de l'information. Et ce que les enfants nous ont dit, c'est à quel point ils n'avaient souvent très peu accès à l'information, ce qui fait que parfois ils avaient de la difficulté à bien comprendre ce qui se passait. Ils avaient aussi de la difficulté à prendre des décisions qui étaient éclairées, mais que les enfants, globalement, souhaitaient avoir accès à davantage d'informations et que dans certains cas, en fait, là où ils avaient eu accès à de l'information, ce n'est pas par les différents professionnels, mais c'est vraiment par l'entremise de leur mère qui est venue un peu combler cette lacune-là, ce qui, de leur point de vue, était très positif, mais on sait très bien aussi que ça peut placer les enfants et les mères dans des situations complexes, parfois délicates, lorsqu'on parle du partage de l'information en lien avec les contacts ou la relation par-enfant. Alors, on aurait peut-être avantage à se questionner sur qui, parmi tous les professionnels impliqués, a la responsabilité de partager et de tenir les enfants informés à travers les procédures. Donc, ça m'amène en fait à le deuxième thème, et je vois en même temps le temps qui file. Le deuxième thème qui est par rapport à l'expérience des enfants en lien avec les contacts par enfant. Évidemment, l'expérience des enfants est toujours complexe et toujours diversifiée, mais il y avait quand même un certain nombre de thèmes en fait qui ressortaient des propos des enfants qui faisaient référence à des émotions négatives et aussi à certains aspects positifs. Et en fait, parmi les émotions négatives qui ressortaient le plus, ben, évidemment, vous ne serez pas surprise et surpris de savoir que la peur était un élément qui ressortait dans les propos de plusieurs
de plusieurs participants. Euh, et, euh, et la peur, elle n'était pas juste liée à des incidents, par exemple, de violence physique ou à la question de l'intégrité physique, mais vraiment à différents comportements là, qui pouvaient être déployés par leur père. Et je pense que ce qui est intéressant, notamment dans la citation que vous avez ici de Léandre, c'est que Léandre dit que, en fait, même lorsque son père faisait des efforts pour faire des activités ou des choses plus positives, ben lui il continuait quand même d'avoir peur parce que, ben en fait, notamment parce que il le dit un peu plus haut dans la citation, parce qu'il savait jamais ce qui allait arriver. Donc cette notion aussi d'imprévisibilité accentuait là chez plusieurs jeunes ce sentiment de peur. Plusieurs jeunes nous ont aussi parlé de la tristesse lorsqu'ils nous parlaient des relations avec leur père. Et tout ça, que ce soit la peur ou la tristesse, était rattaché à des comportements que leur père avait eu ou a continué d'avoir à leur endroit, mais aussi à l'endroit de leur mère ou de leurs frères et sœurs. Un autre sentiment, une autre émotion qui est ressortie de manière importante dans les propos des jeunes, c'est la question de la colère. Beaucoup de jeunes nous ont dit qu'ils étaient en colère envers leur père. Et ce qui est intéressant, puis ce que vous voyez dans les deux citations ici, c'est que souvent la colère, ben évidemment, elle est associée au comportement violent, à ce qu'ils ont subi, à ce que leur mère a dû subir, mais aussi à cette espèce de sentiment d'être manipulé et notamment dans un contexte post-séparation, au fait que leur père, pour plusieurs d'entre eux, leur disait qu'il avait changé, que ça se passerait plus et que malgré ça, en fait, ils sentaient que c'était de la manipulation et non, que ça faisait pas référence à des changements réels. Et ça suscitait beaucoup de colère chez les participants. Et finalement, certains participants nous ont aussi parlé de l'anxiété qui était associée au contact avec leur père. Et bon, il y a certaines situations qui sont très, très puissantes, mais je pense que ce qui est important de noter ici, il y a notamment Juliette qui disait que c'est important de comprendre que l'anxiété n'est pas juste présente lorsqu'ils sont en contact avec leur père, mais qui vivent de l'anxiété, même lorsqu'ils sont pas en présence de leur père, que la relation et les contacts avec leur père peuvent être génératrices d'anxiété, même lorsqu'ils sont pas en présence physiquement de leur père. Je vous l'ai dit, il y a des émotions négatives, mais il y a aussi quelques éléments positifs qui ressortaient des propos des jeunes, qui étaient beaucoup associés notamment au fait d'avoir des beaux souvenirs. Et il y avait chez certains jeunes une espèce d'un récit souvent un peu passé, où il n'y avait pas de violence et où les choses se passaient bien. Et ça, ils en gardaient de beaux souvenirs de leur père dans ce contexte-là. Il y avait aussi le fait qu'ils puissent parfois faire certaines activités ou passer du temps avec leur père et même parfois associé au fait, par exemple, de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Donc, il y avait des choses très, très concrètes que les jeunes nommaient. Mais quand même, quand on lit leurs récits, quand on s'entretient avec eux, même ce qui était... en fait, ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que les éléments positifs ne viennent pas neutraliser en fait tout le négatif qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi. Et le fait qu'il y ait des éléments positifs n'est pas non plus nécessairement associé à un sentiment de sécurité et de bien-être, et certainement pas un indicateur de sécurité ou de bien-être pour les enfants. Mais ces choses-là peuvent cohabiter. Donc, euh, compte tenu de tout ça, qu'est-ce que les jeunes nous ont dit? Quelles conditions est-ce qu'ils auraient voulu mettre en place, que les professionnels en fait mettent en place en lien avec les contacts avec leur père? Ben, en fait, je dirais que le thème principal qui est ressorti chez tous les jeunes qu'on a rencontrés, c'est que les jeunes auraient souhaité
que leur père cesse ses comportements violents. C'est vraiment un arrêt du schéma de comportement violent et contrôlant. C'était présent chez l'ensemble des jeunes qu'on a rencontrés et que ces comportements-là cessent envers eux, mais aussi, comme je le mentionnais plus tôt, tous les comportements envers leur mère, envers leurs frères et sœurs également. Donc ça, c'était et en fait, comme on va le voir dans les prochaines minutes, que les enfants souhaitent ou non avoir des contacts avec leur père, tous les enfants souhaitaient que leur père cesse ses comportements violents et contrôlants. Ce qui est également sorti, en fait, c'est en plus de l'arrêt des comportements violents et contrôlants, il y a trois principales conditions qui ont émergé des propos des participants. Et en fait, la première condition qui a émergé, c'est les jeunes voulaient pouvoir décider à quel moment est-ce qu'ils allaient voir leur père et à quelle fréquence est-ce qu'ils allaient le voir. Donc, il y avait des jeunes qui voulaient avoir des contacts avec leur père, mais ils voulaient pouvoir décider à quelle fréquence et à quel moment ça se passerait, parce qu'il y avait des moments aussi où ils ne souhaitaient pas le voir. Donc ça, c'était la première condition pour que les contacts puissent être sécuritaires et confortables. La deuxième condition qui a émergé des propos des participants, c'est qu'il y ait d'autres personnes présentes. Évidemment, ça, c'est lié à la question de la sécurité. On pourrait dire la question de la supervision, par exemple, mais pour eux, c'était vraiment d'avoir d'autres personnes présentes lorsqu'ils sont en contact avec leur père pour qu'ils puissent se sentir davantage en sécurité. Et en fait, ce qui est intéressant dans les deux citations ici, et je pense que ça parle en fait de cet enjeu de sécurité, Ève et Léandre parlent par exemple de policiers qui se sentaient plus en sécurité quand il y avait des policiers présents, ou lorsque Léandre dit qu'il aurait aimé avoir des gardes du corps. Donc, je pense que c'est quand même parlant en termes de besoins de sécurité. Mais ce qui est aussi intéressant dans les propos de Léandre, c'est qu'il dit que ce serait important pour lui que cette personne-là elle comprenne comment il est vraiment son père, parce que son père, il est charmant. Donc, que ce soit quelqu'un finalement qui comprend, je paraphraserai, mais qui comprend la problématique et qui ne se fera pas manipuler ou charmer là, par son père. Et finalement, la troisième condition, c'est qu'au-delà de l'arrêt des comportements violents, ce que les enfants ont aussi nommé, c'est ils souhaiteraient que durant les contacts, qu'ils soient traités avec respect par leur père, et ça peut vouloir dire différentes choses, mais par exemple être traité comme un enfant de mon âge ou que son père lui démontre euh, qui arrête, par exemple, de manipuler ou d'acheter son affection. Donc, cette question du respect, au-delà de simplement l'arrêt des comportements violents et contrôlants, était aussi une condition importante pour les jeunes. Donc, les jeunes ont identifié des conditions qui pouvaient permettre des contacts plus sécuritaires et plus confortables. Par contre, chez certains jeunes qu'on a rencontrés, chez certains enfants qu'on a rencontrés, il y avait une espèce de point de non-retour, en fait, qui avait été atteint. Et pour certains jeunes, en fait, il y avait à peu près plus rien que leur père pouvait faire pour qu'ils puissent souhaiter avoir des contacts ou pour que les contacts puissent être sécuritaires et confortables. Et les jeunes le disent avec souvent beaucoup d'émotion, mais c'est pas parce qu'ils auraient pas voulu voir leur père ou passer du temps positif avec leur père, mais ils avaient vraiment l'impression là, que c'était juste plus possible à cette étape-là. Et pour ces jeunes-là, souvent, en fait, c'était associé au fait aussi que il y avait plein de choses qui avaient été essayées. Ils avaient eu des attentes envers leur père et malheureusement, tout ça s'était jamais matérialisé de manière positive. Donc, ils avaient comme un peu ils avaient conclu à cette étape-là, en fait, que c'était plus positif et que c'était plus possible. Et certains jeunes nous ont aussi dit que, ben, finalement, à cette étape-là, il n'y avait plus aucun espoir que leur père puisse changer et il n'y avait plus aucune attente là, envers lui. Et encore une fois, si vous regardez tout au bas de la citation ici, euh, c'est vraiment là, Maud nous dit que euh, elle a essayé tellement de fois
mais que là, elle n'en a plus d'attente parce que ça a jamais été positif. Donc, pour certains jeunes, il y avait vraiment ce point de non-retour-là qui avait été atteint. Et ça m'amène en fait, et il reste que quelques minutes, mais ça m'amène en fait à la dernière dimension que je propose un peu à titre peut-être un peu plus exploratoire, mais je pense qu'on doit davantage réfléchir à la question de la réparation pour les enfants qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale lorsqu'on pense ou qu'on envisage des contacts avec leur père. Parce que très souvent, en fait, on va recommander ou ordonner un maintien des contacts avec le père et tout le monde va un peu agir comme si rien ne s'était passé et on va pas réfléchir en fait à qu'est-ce qui pourrait être mis en place euh, pour, pour, euh, pour justement là, avoir ce processus de réparation. Et quand on en discute en fait avec les enfants, et je pense que c'est important de mentionner que c'est pas nécessairement des conditions dans la mesure où pour certains de ces jeunes-là, même s'ils ne voulaient plus, même s'ils avaient atteint le point de non-retour et qu'ils ne voulaient plus à cette étape-là voir leur père, ils auraient quand même apprécié un processus de réparation, ne serait-ce que pour être en mesure de, à un moment donné, tourner la page et passer à autre chose. Et finalement, il y a trois grands éléments qui ressortent quand on parle du processus de réparation avec les jeunes. La première chose, c'est d'abord qu'ils reconnaissent ce qu'il a fait, qu'il assume ses responsabilités, qu'il s'excuse et qu'il change. Donc, c'est vraiment cette idée de reconnaître, se responsabiliser, s'excuser et que ça se traduise aussi par des changements, notamment par un arrêt. Là, on revient en fait à cette idée de l'arrêt des comportements violents et contrôlants. Et ça m'amène euh, en fait, tout ça m'amène à conclure sur l'importance je pense, et là je m'aperçois que j'ai une diapositive qui a disparu, j'en suis désolé, mais ça m'amène en fait à conclure sur l'importance, je pense, de considérer effectivement le point de vue et l'expérience des enfants. Les jeunes, et même ici, on avait des jeunes aussi jeunes que 5 ans, ont des choses à dire, ont un point de vue, mais il faut mettre en place les conditions pour qu'ils se sentent confortables et en sécurité de le faire. Mais il faut, après ça, les prendre au sérieux et en tenir compte. Et il faut aussi, je pense, accepter de remettre en question cette idée que de maintenir les contacts avec leur père est toujours dans le meilleur intérêt des enfants. C'est pas que les enfants ne veulent pas avoir de contact, mais dans certaines circonstances, c'est plus possible à cette étape-ci que les contacts soient sécuritaires ou confortables et on doit en tenir compte, mais on peut seulement bien le comprendre si on a pris le temps d'écouter les enfants et de les prendre au sérieux. Et je pense que ça nous amène à mettre de l'avant, en fait, on devrait mettre de l'avant à travers toutes les procédures le droit des enfants d'être protégés, mais aussi le droit des enfants de participer, qui sont finalement deux droits interreliés et que il faut qu'ils soient en sécurité pour être en mesure de participer, mais de leur permettre de participer, de les écouter, va aussi nous permettre de mieux les protéger. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation et merci euh, particulièrement par rapport au niveau du détail là, partagé dans toutes les citations d'enfants qui nous permettent de mieux comprendre là, leur expérience et leur point de vue dans ces différents contextes. On a reçu plusieurs questions, je ne sais pas si on m'entend, ouais. On a reçu plusieurs questions et je vais sûrement me joindre à Katrina pour faire cet échange. La première question qui est ressortie ici, c'est comment on peut s'assurer que la participation des enfants, elle ne devienne pas comme une forme de responsabilisation implicite de leur sécurité ou du maintien des contacts avec le père? Est-ce que tu veux que je réponde maintenant? Oui, si tu veux. Oui. OK, non, c'est bon. Je n'étais pas certain. Ben, en fait, je comprends cette préoccupation-là, mais à mon avis, c'est un peu une, euh,
En fait, je pense que c'est pas une fausse préoccupation parce qu'il est légitime, cette préoccupation-là, mais en même temps, ce que les enfants nous ont dit, et ça reflète aussi ce qui est ressorti d'autres projets, c'est vraiment le problème actuellement, ce n'est pas qu'on les consulte trop ou que c'est une surresponsabilisation. Ce que les enfants, les jeunes nous disent, c'est au contraire, vous ne nous consultez pas assez, vous ne nous créez pas suffisamment d'espace où on peut être entendu, où on peut être consulté et vous ne nous prenez pas suffisamment au sérieux. Donc, je pense que la préoccupation, elle est légitime, mais l'état des choses actuellement, ce n'est pas qu'on les responsabilise, mais c'est bien au contraire qu'on ne le fait, on ne leur crée pas assez ces espaces-là. Après, je dirais qu'une façon peut-être de, d'éviter en fait ce piège-là, c'est peut-être d'être très transparent avec les enfants sur le fait que ultimement c'est quand même pas eux qui vont prendre la décision hein, parce qu'ils ont le droit de participer, mais ils ont évidemment pas le pouvoir de décision. Donc d'être très clair et transparent avec les enfants qu'on veut les entendre, qu'on veut savoir quelles sont leurs préférences, quel est leur point de vue, qu'on veut en tenir compte réellement dans les procédures, mais que l'enfant doit aussi savoir que ultimement la décision va être prise en tenant compte de leur point de vue, mais en tenant compte aussi d'autres éléments et d'autres facteurs. Et ça, je pense que ça permet effectivement de pas leur d'éviter de leur remettre finalement sur les épaules le poids de la décision parce que ce n'est pas eux qui prennent la décision, c'est nous. Mais je pense ce qu'il faut éviter de faire, en fait, c'est d'utiliser cette préoccupation-là, que cette préoccupation-là nous amène finalement à éviter de les consulter, de les impliquer, mais c'est de les impliquer en étant clair que c'est pas eux qui ont le pouvoir ou le poids de prendre la décision ultimement, là. Merci, Simon. Uh, Simone, it makes me think about the conversations that we have often with, particularly with different legal system um, representatives that, you know, not speaking to children isn't protecting them, that is not a good protective strategy, that children are know what is happening and need the chance to have their voice made, as you've emphasized. One of our audience members said that they noticed framing gaps in the parenting skills of kind of mostly fathers who make decisions to employ family violence in the family setting, rather than kind of emotional dysregulation, multi-generational trauma, and links to kind of violence present in our culture, language, and politics. So I think this person is really thinking about violence, but also the kind of context of things that influence parenting. Can you speak to this kind of framing in your work? Uh, so do I need to answer? Sorry, I just want to make sure. Do I answer in English or in French for translation? In French is In fine. French. OK. Ben, en fait, si je comprends bien la question, c'est évidemment il faut, je pense, considérer la violence conjugale et la réalité des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale comme un problème social. Il y a des enjeux sociaux, politiques qui doivent être pris en considération. Évidemment, les hommes qui font le choix d'avoir des comportements violents, on le sait que c'est généralement multifactoriel et qu'il y a des facteurs également sociaux. Donc, il y a tout un travail à faire en termes de prévention, en termes d'adresser les enjeux sociaux, politiques. Donc, tout ça est vrai. En même temps, j'ai aussi l'impression que qu'il faut, en fait, lorsqu'on parle aux enfants et aux jeunes qui se retrouvent dans ces situations-là, en fait, ils n'ont pas le luxe d'attendre qu'on ait fait des changements sociaux et politiques. Ils vivent dans l'ici et maintenant avec un parent qui a des comportements violents, ils ont été exposés au schéma de comportement du parent violent dans le passé également, avec tout ce que ça suscite chez eux. Et, euh, et ils veulent finalement qu'on mette des choses en place pour assurer leur sécurité et le bien-être et qu'on respecte leurs droits dès maintenant. Donc, je pense que c'est pas des choses qui sont mutuellement exclusives, mais je pense qu'il faut faire un travail
plus structurel, plus social, plus politique, un travail de prévention en amont. Mais il faut aussi s'assurer que dans l'ici et maintenant, les enfants ont leurs droits qui sont respectés et qu'ils puissent vivre dans des conditions qui sont qui assurent leur sécurité et leur bien-être. Mais je pense par ailleurs, puis il en était question dans la question, je suis pas certain que le frame psychologique est toujours le plus aidant. Et en fait, je pense que pour moi, quand je regarde ce que les enfants nous disent, ils nous parlent de comportements concrets, donc ils sont moins dans le pourquoi leur père agit de cette façon-là ou qu'est-ce qu'il a pu vivre dans sa vie qui l'amène à agir de cette façon-là. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils nous rapportent, en fait, c'est des comportements concrets qui doivent cesser. Je pense que si on veut vraiment évaluer les capacités parentales, par exemple, de ces parents-là, ben, on peut le faire de manière factuelle à partir de notamment ce que les enfants nous rapportent. Et les enfants nous rapportent que ces parents-là font actuellement des choix qui compromettent leur sécurité, qui n'est pas dans leur meilleur intérêt et que ça devrait être pris en compte dans les évaluations qu'on fait et dans les décisions qu'on prend par la suite. Merci Simon et c'est une bonne transition pour la prochaine question. On a une personne participante qui nous partage qu'elle est complètement d'accord que les sentiments et les souhaits des enfants doivent être entendus comme tu nous l'as bien présenté avec ton projet. Mais elle se pose la question parce qu'elle se dit que en pratique, quand il n'y a pas d'ordonnance judiciaire qui interdise les contacts, une mère peut pas légalement empêcher le père de voir ses enfants dans une situation où est-ce qu'il y a où est-ce que une femme quitte un conjoint violent, mais qu'il n'y a aucune interdiction de contact qui est en place. C'est quoi les options concrètes qui peuvent exister pour protéger les enfants? Puis la personne, elle parle d'un point de vue d'une travailleuse sociale. Ben, en fait, ben, c'est un peu difficile parce que chaque situation est unique d'une certaine façon. Donc, il faut voir dans chaque situation ce qui est possible. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ce que les enfants nous disent. Il faut prendre au sérieux leurs préoccupations. Et si on peut pas arriver en fait, et malheureusement, parfois, le parent violent, ben, il va pas nécessairement faire les choix qui priorisent les enfants et qui vont dans le sens du meilleur intérêt de l'enfant. Donc, si on a un parent violent qui n'est pas prêt à respecter dans ce contexte-là les souhaits de l'enfant et qui pose certaines actions ou qui fait certaines demandes ou a certaines exigences qui feraient que l'enfant serait pas en sécurité ou serait pas confortable, ben, à ce moment-là, ben, tu sais, malheureusement, il faut faire appel à des professionnels, il faut peut-être entamer des procédures et en espérant que les différents professionnels qui seraient impliqués aient les connaissances requises et les habiletés requises pour bien comprendre la problématique, mais aussi pour mettre les conditions en place pour être à l'écoute des enfants. Donc, je suis conscient que c'est pas simple, c'est pas idéal, mais euh, soit qu'on peut s'entendre volontairement sur qu'est-ce qui est souhaitable et quand c'est pas possible, ben, malheureusement, ben, il faut faire appel aux institutions. Mhm. Merci. Okay, so I feel like I'm a bit on the same road. I want to open up the question of the multiple questions of therapy and counseling. And so when we look at what people have asked about, some people are reflecting that often children and youth don't have access to therapy. They don't get any therapy that they need. On the other hand, somebody talks about the fact that sometimes within one family court, one parent successfully convinces the court to order therapy for a child so that therapy is happening. And then another person asks, well, how trained are people to work in this space to really understand children's experience, especially in cases of post-separation violence? I give you all of that, Simone, to pick up which part you would like to. Ben, en fait, j'aimerais réagir à la question de la thérapie, en fait, parce que je trouve la question extrêmement pertinente, mais je vais peut-être y répondre de façon un peu indirecte, dans le sens où euh,
je pense que c'est important de nommer que les jeunes et les enfants qu'on a rencontrés ne nous ont pas nécessairement parlé de thérapie. Ils nous ont dit qu'ils avaient rencontré, plusieurs jeunes avaient rencontré des travailleurs sociaux, des psychologues, des avocats, des policiers. Donc, ils ont rencontré différents professionnels. Et je pense que ce qui... et bien que... Et je suis pas du tout contre la thérapie. Je dis pas que ça peut pas être bénéfique pour certains ou peut-être même plusieurs de ces jeunes-là. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que la thérapie peut parfois répondre, ou on peut, à travers une thérapie, mettre en place certaines des conditions pour la participation des enfants. Donc, effectivement, si on offre à l'enfant une thérapie, on peut créer un espace, on peut lui permettre de s'exprimer, on peut être à l'écoute, mais la thérapie, comme telle, va pas nécessairement amener des changements réels et concrets dans la vie des enfants qui va par exemple, modifier des modalités de garde ou mettre des mesures de protection en place parce que la thérapeute, généralement, n'a pas ce pouvoir décisionnel-là. Alors, je pense que quand on parle de l'importance de considérer le point de vue dans les processus décisionnels, pour moi, une thérapie n'est pas mauvaise, mais une thérapie n'est pas nécessairement ce qui va permettre une participation pleine et entière des enfants dans les processus, dans la mesure où la participation pleine et entière doit amener vers un changement et des mesures concrètes. Pour moi, une thérapie, ça répond à d'autres besoins, mais pas à ce besoin nécessairement de participation et d'avoir des contacts au terme de ça qui vont être sécuritaires et confortables. Mais ça peut répondre aux besoins d'avoir un espace, de s'exprimer, mais ça répond pas complètement à ce besoin de participation qui est associé à des contacts sécuritaires. Et d'ailleurs, quand on regarde les différents professionnels, et je veux pas généraliser parce que on est quand même sur un petit échantillon, mais ce qui est ressorti de plus positif, c'est souvent le rôle des avocats, en fait, chez les jeunes. Nous ont souvent parlé assez positivement lorsqu'ils étaient représentés par des avocats et que les avocats représentaient ou retransmettaient leur point de vue au juge pour qu'une décision puisse être prise ou qu'un changement puisse s'opérer dans la situation. Donc, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, dans un contexte thérapeutique, mais on est dans un contexte où des avocats ont mis en place les conditions pour favoriser la participation des enfants et que ça a amené par la suite un changement réel dans leurs conditions de vie qui leur ont permis d'être davantage en sécurité. Fait que je trouve ça quand même important de distinguer les deux. Après, l'accès au soutien, des ressources, bien évidemment, c'est important. Puis évidemment, on sait qu'il y en a pas suffisamment, notamment des programmes d'intervention de groupe, par exemple, pour les enfants. Euh, je pense que c'est un manque criant actuellement. Alors, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Par rapport à la formation, ben, je pense que c'est assez inégal actuellement, mais que je pense qu'on peut clairement conclure qu'il y a un besoin de formation. Un besoin de formation en matière de violence conjugale, sur la réalité des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, mais je pense que de favoriser la participation des enfants, ça fait aussi appel à des connaissances et des habiletés particulières. Donc, faudrait aussi plus, je pense, de formation et développer davantage les compétences sur la question de la participation des enfants et sur les droits des enfants et non uniquement sur la problématique de la violence conjugale. Mais les deux sont essentiels, en fait. Merci, merci Simon. On avait une autre question qui, justement, en lien avec l'intervention. Il y a une personne qui nous dit qu'elle a travaillé avec plusieurs jeunes garçons qui ont vécu dans des environnements avec de la violence conjugale et qui veulent et aspirent à avoir des contacts avec leur père, mais que souvent leur père était pas disponible ou qui ne souhaitait pas avoir ces contacts-là. Et la personne, elle dit, c'est difficile pour ces garçons de faire le deuil de cette relation compliquée et de concilier la colère et le chagrin. Est-ce que tu as des idées sur ce genre de situation ou une manière de aider ces enfants? Ben, en fait, j'ai peut-être différentes pistes, puis effectivement, je suis pas du tout surpris d'entendre ça, puis c'est pas seulement les jeunes hommes. On a vu dans les extraits que je vous présentais un peu plus tôt que plusieurs jeunes femmes aussi auraient souhaité avoir davantage de contact avec leur père. Donc, c'est pas tant le souhait d'avoir des contacts qui n'est pas présent, mais c'est les conditions et les comportements des pères dans plusieurs situations qui fait que parfois ils ont atteint cette espèce de point de non-retour.
Après, je pense que, en fait, il y a quelques éléments qui me viennent en tête, mais je pense l'importance de mettre en place d'abord les, les, euh, les, euh, les différentes conditions pour favoriser la participation des enfants. Parce que, comme certains jeunes le disaient, même si ultimement, ça n'a pas mené au résultat souhaité, le fait que je me suis senti entendu, écouté, qu'on m'a pris au sérieux, qu'on m'a expliqué ce qui se passait, ça a fait une différence et ça a rendu mon expérience plus positive. Alors, j'imagine que ça peut aussi s'appliquer dans ce contexte-là. Et l'autre élément aussi qui peut-être est peut-être particulièrement important par rapport à ça, c'est vraiment l'importance aussi de juste être à l'écoute, d'écouter, de valider et de pas rapidement, comme certains jeunes le disaient, essayer de trouver, de convaincre ou de faire changer d'idée, de juste écouter que le jeune, ça lui fait vivre des émotions négatives, qui vit de la tristesse, de la frustration, mais juste capable d'accueillir ça pour ce que c'est et de le valider dans ça. Puis après, peut-être que dans certaines situations, il y a lieu aussi, comme certains jeunes nous disaient, d'explorer différentes options. Donc, peut-être que le père n'est pas disponible pour X ou Y raison, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être mises en place quand même pour, à défaut de maintenir des contacts, peut-être maintenir un lien avec ce parent-là. Donc, je pense que c'est aussi parfois d'être un peu créatif et d'explorer différentes options, même lorsque ce que l'enfant nous dit à prime abord qu'il souhaiterait n'est pas possible. Parfois, on peut, si on explore avec l'enfant lui-même différentes options, on peut peut-être arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais ultimement, même si l'enfant n'est pas satisfait ou heureux avec la décision, s'il sent qu'il a été réellement écouté, consulté, ben, il risque peut-être d'être de vivre moins de frustration ou de colère par rapport au processus, en tout cas. C'est Simon. Simon, it really reminds me of conversations with youth who have come together as young adults and reflected on their experience in the family court system and both whether or not their voices are heard and the value of being heard. Also, that things changed for them over time, that they Mhm. wanted different levels of involvement at different times, and that being able to have that flexibility was something that was helpful. Okay, I know that you get these kinds of questions a lot, so I'm going to put a few together. Okay. So, what do you suggest that people do when, maybe the OCL is giving information that maybe doesn't feel very accurate or true around child voice, or, you can't get counsel for children involved, or the judges don't seem to be taking this into account, or maybe the lawyer is dismissive. So, there's what an actor within the system is really downplaying the importance of children's voice and perspective. Any thoughts on what can be done? Ben, c'est quand même difficile parce que je veux dire, il y a tout on le sait en fait qu'il y a tout un système qui doit être amélioré et c'est difficile en fait, c'est difficile de le faire sur une base individuelle. Il y a des changements plus structurels, plus significatifs qui doivent s'opérer dans le système. Euh, et je pense que et ça répond peut-être pas parfaitement à la question, mais je pense que d'abord, d'avoir quelqu'un qui peut écouter l'enfant et le prendre au sérieux et valider ce qu'il vit, déjà, c'est un pas dans la bonne direction. C'est pas suffisant pour avoir une participation pleine et entière, mais si on a un enfant qui a l'impression que personne l'écoute, personne ne le prend au sérieux, ben déjà, de prendre le temps de l'écouter, de le valider, de le prendre au sérieux, même si on n'est peut-être pas quelqu'un qui a un pouvoir d'influence ou un pouvoir décisionnel, ça peut quand même être un élément positif en soi. Après, je pense qu'il y a effectivement toute une réflexion à faire au niveau et ça revient peut-être à la question de la compétence des différents professionnels à laquelle on faisait référence plus tôt, mais je pense que on a toute une réflexion à faire autour de la participation des enfants, notamment au niveau des tribunaux de la famille, et comment est-ce qu'on peut essayer de favoriser une participation la plus directe
possible des enfants parce que souvent, en fait, les enfants ont très peu d'opportunités de participer et lorsque la voix des enfants est entendue, ben souvent c'est de façon indirecte à travers des rapports, à travers des professionnels qui ont réalisé une évaluation. Et je dis pas que c'est mauvais, mais on sait que plus la participation est directe, mieux c'est. Et dans ce sens-là, il y a peut-être aussi une réflexion à faire autour de permettre aux enfants d'avoir un accès plus facile à l'information, au conseil juridique, à la représentation. Ce qui, moi, m'a impressionné avec certains des jeunes qu'on a rencontrés, et je dis pas qu'il faut, je pense que c'est la responsabilité du système et des professionnels de mettre des choses en place, mais on a quand même des jeunes qu'on a rencontrés qui, face à l'échec du système ou aux lacunes du système, ont été très, très débrouillards, créatifs, ont eux-mêmes parfois fait des démarches pour se trouver un avocat, fait des démarches pour essayer de trouver de l'information, pour avoir un conseil juridique. Et c'est vraiment, puis on sait que c'est vraiment pas facile de manière générale et c'est vraiment pas nécessairement facile pour les jeunes, mais je pense qu'il faut peut-être réfléchir en termes d'accès à la justice pour les jeunes. Et ça devrait vouloir dire accès pour eux-mêmes à des informations, à des conseils juridiques et peut-être un accès plus facile à la représentation. Et ça permettrait d'assurer qu'ils reprennent un peu plus de pouvoir, en fait, sur leur vie et sur les décisions qui les concernent. Simon, c'est une belle transition parce que ça m'amène à poser deux questions qui sont assez similaires liées à l'âge des enfants. Dans l'échantillon, euh, euh, tu sais, un enfant de 5 ans a une compréhension différente qu'un adolescent de 17 ans en termes de développement. Dans votre recherche, comment ces éléments ils vont être pris en compte lors de l'analyse et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un enfant, quel que soit son âge, qui peut pas s'exprimer verbalement par rapport à son expérience? Ben, je dirais deux choses. La première chose que je dirais, c'est vrai qu'un enfant de 5 ans va avoir une compréhension différente d'un enfant de 17 ans, mais c'est vrai aussi qu'un enfant de 5 ans va avoir une compréhension différente d'un autre enfant de 5 ans et qu'un enfant de 17 ans va avoir une compréhension différente d'un autre enfant de 17 ans. Alors, je pense pas, en fait, de mon point de vue sur cette question-là, j'ai beaucoup réfléchi au cours des dernières années, c'est que l'âge est un très mauvais indicateur de capacité ou de volonté à participer. J'ai rencontré et on a dans ce projet-ci des jeunes de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui s'expriment de manière très, très éloquente, qui souhaitent absolument participer à toutes les étapes, qui ont un point de vue, des préférences très, très claires. Et j'ai rencontré par ailleurs des jeunes de 15, 16, 17 ans qui étaient beaucoup moins éloquents dans leurs propos, qui n'avaient pas nécessairement le goût d'être impliqués très activement, qui n'avaient pas nécessairement des préférences très, très nettes et précises. Donc, je pense honnêtement que quand on utilise l'âge des enfants pour déterminer ou pour évaluer leur capacité ou leur volonté à participer, c'est un piège. Et moi, je dirais que ce qu'il faut vraiment faire, c'est permettre, et ça ramène à, on a la et en fait, je citerai, je paraphraserai en fait Stéphanie Holt, une collègue de Dublin, qui est professeure là-bas et qui travaille depuis plusieurs années sur la participation des enfants, notamment dans un contexte de violence conjugale. Et j'avais été très, très frappé quand Stéphanie nous avait dit, arrêtez de vous questionner sur la capacité des enfants. Les enfants ont la capacité de participer. Le problème, c'est pas la capacité des enfants, c'est notre capacité à nous. C'est nous qui n'avons pas la capacité de mettre toutes les conditions en place pour favoriser une participation pleine et entière des enfants dans les procédures. Alors, je pense qu'il y a quelque chose là qui, pour moi, me parle beaucoup. C'est-à-dire que le problème, c'est pas, et la question, c'est pas est-ce que les enfants ont la capacité de participer, c'est est-ce que nous, finalement, on a la capacité, les compétences nécessaires pour favoriser leur participation. Et là, je pense, puis les questions le reflétaient, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, je pense que peu importe mon point de vue, ma position là-dessus, ce serait ce que peu importe l'âge des enfants, on devrait s'assurer qu'on met tout en place pour essayer de mettre en place des conditions qui vont leur permettre de s'exprimer, qu'on va les écouter, qu'on va les prendre au sérieux,
Donc, on va mettre les conditions en place pour favoriser une participation pleine et entière, peu importe l'âge. Et après, ben, au cas par cas, on va s'adapter à où est l'enfant, comment est-ce qu'il s'exprime, qu'est-ce qu'il souhaite. Et je pense que ça va être beaucoup plus gagnant, en fait, en termes de respect des droits des enfants. Et je pense qu'il y a, quand on parle de je l'ai pas abordé plus tôt, mais quand on parle de l'espace et de la voix, c'est aussi d'essayer d'avoir des espaces qui sont aussi accessibles. Donc, les enfants peuvent avoir différentes façons de s'exprimer, différentes langues, peuvent aussi avoir différentes façons de s'exprimer dans le sens où certains enfants vont vouloir parler de ce qu'ils ont vécu, d'autres vont préférer l'écrire, d'autres vont faire des dessins ou l'exprimer d'une autre façon. Et je pense que, encore une fois, c'est à nous d'être créatif et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des conditions pour que le plus grand nombre d'enfants possible puissent participer et exprimer son point de vue. Après, c'est sûr que si l'enfant a 3 mois, ça va être difficile, mais à partir du moment où un enfant est capable de parler et de nommer des choses, donc à partir de 3, 4 ans, euh, et on verra ce qu'il nous dira, mais mettons les éléments en place pour lui permettre de s'exprimer, écoutons-le et on verra après quel point on donne à ce qu'il nous dit versus d'autres facteurs dans les décisions qu'on prend, là. Et Thank you merci. so much. Do we have time for There another are one? a lot of questions still. I'm going to give you one final one, Simon, before we close off. I think that it's important at the moment in this context, in this world, to think about the things that make us feel hopeful. For me, having this research is hopeful. Being able to profile children's voices in a way that we haven't done in the past is really hopeful. I wonder if you might end us with a couple of things that you are finding hopeful in terms of this space and this work. Ben, en fait, effectivement, moi, je pense que s'il y a une chose, et ce projet-là est certainement un des projets euh, les plus stimulants, en fait, dans lequel j'ai été impliqué depuis toutes les années que je travaille sur ces questions-là, dans la mesure où c'est un projet qu'on a fait avec les jeunes. Les jeunes ont été impliqués, comme je le disais plus tôt, à toutes les étapes du processus. Et je pense que si il y a des choses positives à retenir, en fait, c'est qu'effectivement, les jeunes ont la capacité de s'exprimer, ont le souhait, en fait, de s'exprimer, de participer, ont plein de choses à dire, sont brillants, ont une compréhension qu'on sous-estime très, très souvent. Et je pense qu'il faut vraiment changer notre perception, en fait, des jeunes, des enfants. Et si on leur faisait plus de place, si on croyait davantage en eux, si on mettait davantage des conditions en place pour favoriser leur participation. Et je pense que c'est vrai en lien avec des questions aussi sensibles que la violence conjugale et les relations par-enfant, mais je pense qu'on a des leçons à en tirer de manière plus générale. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre et qu'on a tout avantage à collaborer avec les jeunes, à les valider, à reconnaître leur expertise et tout le monde va s'en sortir gagnant. Et s'il y a une chose qui m'a aussi qui m'a touché en fait à travers ce projet-là, c'est toutes des jeunes qui ont vécu des choses évidemment extrêmement difficiles, incluant les jeunes qui participent au comité de jeunes co-chercheurs. Et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de participer au projet de recherche, tous les jeunes qu'on a rencontrés ont dit, on le fait pour changer le monde, on le fait pour que les choses soient meilleures. Peut-être pas pour nous parce qu'il est peut-être trop tard, mais pour que les choses soient meilleures pour d'autres enfants et d'autres jeunes qui vont passer par la même place que où nous on est passé. Et ça, pour moi, que dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu et parfois continuent de vivre, continuent de s'impliquer pour améliorer la situation d'autres jeunes pour changer le monde de manière plus positive, il y a quand même quelque chose d'hyper inspirant dans tout ça, là. Merci beaucoup. Merci Simon pour ta présentation et l'échange. Merci pour toutes ces paroles inspirantes. Avant de conclure, on souhaite prendre un petit moment pour quelques remarques finales. Tout d'abord, merci à notre conférencier, Simon Lapierre. Merci également aux interprètes de langue de signes québécoise, Nathalie et Yvon, aux interprètes de langue des signes américaine, Alex et Chelsea, et nos interprètes français et anglais, Caroline et Wendy. Un remerciement aussi spécial à tous les collègues du Learning Network et du Centre de connaissances pour leur coordination en arrière dans les coulisses.
Notre prochain webinaire aura lieu le 23 mars avec le titre Explorer la neurodivergence, le handicap et la violence fondée sur le sexe vers des pratiques plus affirmatives et accessibles avec Patty Douglas. Merci à toutes et à tous.